Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne aujourd'hui le budget et le pilotage des coûts du projet. Je suis Isabelle Laurent-Collin, présidente du cabinet de consultants ISC Consulting, spécialisée en management de projet et en management des risques, ainsi que professeur associé au sein d'Excelia Business School. Alors, pourquoi vouloir parler du budget des projets? Budget, c'est toujours un sujet un petit peu compliqué. Le budget, il manque parfois un petit peu de transparence, il manque parfois un petit peu de sens aussi pour les contributeurs du projet. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité partager avec vous mon expérience. J'ai été financière de projet sur des gros projets industriels pendant plus de 6 années. Mon retour d'expérience, mais aussi l'intérêt que j'ai pour le pilotage des coûts du projet. L'environnement du projet, comme je le disais, fait que le budget est parfois mal compris, ou il ne trouve pas forcément sa place. Vous avez, comme moi, certainement déjà entendu des personnes vous dire « Non, mais pourquoi faire un budget de toute façon? On fait des estimations et elles sont toujours dépassées. » D'autres qui vont vous dire « De toute façon, le budget, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, c'est pas nous qui le faisons, c'est le chef de projet, voire c'est la direction. » Ou encore « Ah non, non, moi je me suis jamais engagé sur ces coûts, ou en tout cas sur l'enveloppe dont tu parles. » Donc, l'environnement du budget, comme l'environnement de l'échéancier, c'est un environnement en fait majeur pour le pilotage du projet, mais qui repose sur une base réelle de co-construction et d'engagement. Ça, c'est la première dimension que nous allons bien évidemment partager. La deuxième, il faut avoir en tête que seul le budget du projet et le suivi qu'on va mettre en place va nous permettre de mesurer la performance financière du projet, ce qu'on appelle son ROI, Return on Investment. Donc, ce qu'en attend la direction de l'entreprise. Et le suivi du budget tout au long du projet va nous permettre de nous assurer que le ROI sur lequel le projet s'est engagé lors de la charte et lors notamment du plan de management de projet est bien suivi et permet d'atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors, le budget. Revenons sur quelques fondamentaux concernant le budget du projet. Déjà, il faut garder en tête que les coûts représentent l'une des 3 contraintes majeures du projet. Ces coûts sont directement associés à la définition, à la qualité de la définition du périmètre et du contenu du projet, et ces coûts sont valorisés, notamment en estimant l'ensemble des ressources qui seront utilisées pour la réalisation des activités de l'échéancier. Le budget est composé, lui, de l'ensemble des coûts des lots de travaux, mais pas seulement. Dans le budget, on retrouve les coûts et les réserves pour les aléas, avec plusieurs façons de prendre en compte ces réserves pour aléas, donc pour les risques, soit individuellement, risque par risque, soit au global, au travers, assez souvent en fait, d'un pourcentage qui sera différencié en fonction de la complexité du projet. Dernier point, la construction du budget est très simple. Et ça, c'est un point important parce que souvent, les gens sont un petit peu paniqués quand on va leur parler de budget. Le budget, ça n'est pas une comptabilité comme une comptabilité d'entreprise. C'est une comptabilité de trésorerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le budget correspond au prévisionnel de dépenses de chaque lot de travaux. Les responsables de lot de travaux connaissant leur métier, il n'est pas difficile pour eux d'identifier tout ce qu'ils vont dépenser. Je parle de lot de travaux et donc j'en arrive à cette logique de collaboration dans la construction du budget, co-construction, exactement comme pour l'échéancier du projet. Nous allons travailler par lot de travaux et l'ensemble des engagements financiers de chaque lot de travaux viendra composer le budget du projet. Mais dans tous les lots de travaux, bien évidemment, il ne faudra surtout pas oublier le lot de travaux du chef de projet. Pour réaliser le budget, nous allons donc décomposer le travail à réaliser, exactement dans la même logique que pour réaliser l'échéancier. Pour faire simple, considérons que le budget, c'est la valorisation de toutes les activités de l'échéancier. Reprenons donc les étapes pour la construction du budget. Première étape, partage des informations du projet. C'est donc le chef de projet qui, grâce à la charte projet, va, lors du kick-off meeting, présenter les objectifs
les jalons contractuels et l'enveloppe budgétaire. Deuxième étape, ce sera la création du WBS, organigramme des travaux, et l'identification par les responsables fonctionnels des différents lots de travaux au regard de leur métier. Puis, la création par lot de travaux des échéanciers, la création du master planning du projet en reprenant l'ensemble des échéanciers des lots de travaux et les arbitrages qui permettent de tenir les jalons contractuels. Et donc, ce master planning, on viendra s'assurer qu'il rencontre l'ensemble des attentes des jalons contractuels du client. La cinquième étape, c'est l'identification des différentes natures de ressources associées à chaque activité des lots de travaux. Nous aurons un exemple détaillé tout à l'heure. Chacune de ces ressources sera valorisée ensuite par le responsable de lot de travaux. Très important que ce travail soit réalisé par le responsable de lot de travaux. En effet, comme précisé tout à l'heure, c'est celui qui connaît le mieux l'ensemble des activités qui doivent être réalisées dans son périmètre. Il est donc légitime. En aucun cas, un budget de projet ne peut être réalisé par un chef de projet seul. Il n'a pas la légitimité dans le sens où il ne peut pas avoir l'expertise sur l'ensemble des activités de son projet. Donc, le chef de projet, bien évidemment, sera dans cette logique de co-construction. Il va accompagner les responsables de l'eau de travaux dans la définition de ce qu'ils ont à faire, peut-être aussi dans la valorisation des ressources, mais en aucun cas, il se substituera à leur engagement. Sixième étape, valorisation donc des risques de chaque lot de travaux, puis création du budget de chaque lot de travaux, reprenant les coûts plus les risques, et création du budget de référence du projet. La résultante, donc ce budget de référence du projet, devant absolument être validé par le sponsor. Quelles sont ces différentes catégories de dépenses? Elles sont nombreuses. Ce slide n'a pas vocation à être totalement exhaustif, mais il reprend quand même les principales informations. Gardons en tête que bien évidemment, l'ensemble des dépenses sera identifié par le responsable de l'eau, qui est le garant de la qualité de l'information. Première catégorie de dépenses auxquelles on pense immédiatement, ce sont bien évidemment tous les contributeurs, donc nos parties prenantes, notamment internes, voire externes. Interne, c'est l'équipe projet. Externe, ce sont parfois des consultants ou des experts qui interviendront sur le projet. À ces personnes sont associés un certain nombre de frais, des dépenses qui sont connexes. Des frais bancaires, des frais financiers, des frais de déplacement, mais aussi parfois des frais liés aux propriétés intellectuelles. On peut avoir besoin sur un projet d'un brevet, ou en tout cas d'avoir à payer des frais de propriété intellectuelle. Dans notre environnement de projet, on peut aussi avoir des coûts fixes qui sont liés à l'environnement dans lequel on travaille. L'entretien des bâtiments dans lequel est située l'organisation qui réalise le projet, mais aussi des charges de structure qui viendront globalement compenser l'ensemble des fonctions support qui travaillent dans l'organisation projet. On aura bien évidemment aussi parfois des dépenses associées à des prestations, notamment si on doit réaliser du prototypage. Le prototype ne sera pas forcément réalisé en interne. On va peut-être être dans une logique de prestation ou voire de sous-traitance. On va avoir aussi des prestations associées aux assurances. Et puis, il faut penser aux ressources. Les ressources, encore une fois, elles sont larges. Ça peut être des ressources matérielles. On va avoir besoin pour travailler d'ordinateurs, on va avoir besoin de licences, on va avoir besoin de consommables, nos fournitures. Ça peut être aussi de la matière première, notamment pour réaliser un certain nombre d'activités. Et puis, les locaux dans lesquels nous allons travailler avec le bureau d'équipe projet, les laboratoires et les ateliers. Il est important d'avoir en tête que le budget, c'est un environnement dynamique. Il existe en effet plusieurs versions du budget. Tout d'abord, ce qu'on appelle le budget initial. Le budget initial, c'est celui que je viens de décrire. C'est la référence qui va nous permettre tout au long de la vie du projet d'évaluer la performance réalisée. La référence, c'est-à-dire que c'est le budget qui est issu de la concaténation de tous les budgets, de tous les lots de travaux. Ce budget ne peut pas être modifié, sauf
si le périmètre du projet est contractuellement modifié, c'est-à-dire par avenant au contrat. Donc, de la volonté du client ou sur décision du sponsor au regard d'une logique liée à la stratégie de l'entreprise sur ce projet ou sur ce client. Mais le chef de projet n'est en aucun cas autorisé à modifier le budget initial sans l'accord du client, du sponsor. Au-delà de ce budget initial, il y a ce qu'on appelle les prévisions fin d'affaires, PFA. Régulièrement, alors selon la complexité du projet, selon la durée du projet, ce sera peut-être mensuellement, parfois semestriellement, le chef de projet va demander au responsable de l'eau de travaux de transmettre le niveau des dépenses réalisées à date et de transmettre ce qu'on appelle une estimation du reste à dépenser, au regard bien évidemment de l'échéancier et de ce qu'il reste à faire sur l'échéancier du lot de travaux. Ces prévisions fin d'affaires vont intégrer toutes les modifications de périmètre et leur impact sur les activités du projet et sur les risques. Le suivi de la performance du budget correspond donc au montant, au suivi du montant en écart entre la dernière prévision fin d'affaires et le budget initial. Comment va-t-on présenter ce budget? Il est très souvent présenté sous un format de tableau, notamment Excel. Je vous en présente un exemple, il en existe de très nombreux. L'important, c'est l'information qu'on va retrouver dans ce tableau. Tout d'abord, sur la gauche, vous allez avoir une décomposition du budget par lot de travaux. Chaque lot de travaux est présenté avec, à l'intérieur du lot de travaux, une certaine granularité, c'est-à-dire des dépenses qui vont être regroupées selon une logique qui sera propre au projet et définie par le chef de projet. Et puis, bien évidemment, dans ce tableau, on aura aussi le montant des réserves pour aléas. Comme je vous le précisais au départ, soit ces réserves pour aléas sont associées directement au lot de travaux, auquel cas on peut les trouver dans le descriptif de chaque lot de travaux, soit comme ici, nous sommes sur un projet qui est assez standard et en tant que tel, les aléas ont été globalisés pour un montant correspondant à l'ensemble des lots de travaux. L'ensemble de ces informations doit être transmis par le chef de projet au responsable de lot de travaux. En haut de l'écran, vous voyez deux autres flèches. Arrêtons-nous rapidement sur la première, le suivi des dépenses. La partie gauche du tableau, c'est le budget, donc le budget dit initial. Celui-ci, encore une fois, sauf avenant, ne sera pas modifié. La deuxième partie, le suivi des dépenses, c'est ce qui va nous permettre de mettre à jour régulièrement l'état des dépenses par lot de travaux. La première colonne qui sera renseignée, ce sont les dépenses à date. Si on considère qu'on réalise une prévision fin d'affaires, par exemple tous les 6 mois, une fois tous les 6 mois, selon la date donnée par le chef de projet, le responsable de lot de travaux viendra mettre à jour le dépensé de son lot de travaux. Il viendra aussi renseigner ce qui reste à dépenser, sachant que la somme du dépensé plus la somme du reste à dépenser correspond à l'engagement du responsable de lot de travaux sur son propre lot de travaux. Il y a une autre colonne qui s'appelle l'engagé. L'engagé est un terme déjà plus comptable. L'engagé correspond à une somme qui, pour l'instant, n'a pas été décaissée, mais pour laquelle on a un engagement, c'est-à-dire, par exemple, une commande ou une lettre d'intention. On sait qu'on dépensera ce montant-là, donc on va le notifier pour essayer, bien évidemment, de ne pas sous-estimer notre prévision fin d'affaires, mais à date, l'engagé n'a pas encore été dépensé. Et donc, la dernière colonne va nous permettre de valoriser la prévision fin d'affaires. La prévision fin d'affaires étant la somme du dépensé et du reste à dépenser. La dernière flèche met en évidence l'écart entre le référentiel et cette PFA, donc le prévisionnel. Comme dans le tableau que je vous propose, le suivi des dépenses n'est pas encore renseigné, bien évidemment, vous voyez apparaître le montant total du budget. Mais ce montant-là va venir
se réaliser au fur et à mesure en faisant l'écart entre la prévision fin d'affaires et le budget. Normalement, l'écart devrait être à 0. Puisque si le budget de chaque lot de travaux a été correctement réalisé, validé sur des hypothèses acceptables, entre le dépensé et le reste à dépenser, on doit normalement être globalement sur le même engagement que le budget initial. Ça, c'est la théorie. Après, il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, on va avoir des écarts, mais qui seront positifs, c'est-à-dire qu'on va parfois dépenser plus sur la prévision fin d'affaires que sur le budget initial, sur certains autres travaux, mais parfois négatifs. On va parfois être plus performant sur la PFA que sur le budget initial. Il y a tellement d'aléas dans la réalisation de nos activités que la performance peut être positive ou négative. Ce qui est important, c'est l'analyse de cet écart. Eh bien, les commentaires seront renseignés dans la dernière colonne, analyse des écarts. L'analyse des écarts, bien évidemment, elle est justifiée par le responsable de lot de travaux et notamment son responsable fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle doit s'appuyer sur des hypothèses liées au métier. Et donc, encore une fois, le chef de projet ne peut pas avoir la légitimité sur l'ensemble des métiers. En revanche, ce tableau du budget est bien la propriété du chef de projet. Donc, il s'agit à nouveau d'une co-construction de l'analyse des écarts pour que le chef de projet puisse ensuite expliquer ces écarts au sponsor. Dans un dernier temps, il sera intéressant d'analyser la performance à proprement parler du projet. Alors, je ne vais pas totalement développer ce slide puisqu'il s'agit là d'un niveau vraiment déjà expert en analyse de la valeur du projet. Je vous en donne les grandes lignes. Lorsque l'on a identifié pour l'ensemble des lots de travaux les dépenses qui vont être réalisées, ces dépenses, elles vont être positionnées dans le temps pour créer ce qu'on appelle en fait la courbe de décaissement, la courbe des dépenses ou la courbe de décaissement. Ces décaissements sont cumulés pour arriver à une valeur totale qui correspond bien évidemment au budget initial. C'est la courbe bleue. Et puis ensuite, encore une fois, il y a la vraie vie. Et là, eh bien, il peut y avoir des écarts entre ce qu'on avait prévu de réaliser à date en termes de valeur ajoutée créée, qu'on appelle la valeur acquise, c'est-à-dire la valorisation du travail réalisé. Et puis aussi, ça c'est donc, la courbe orange, et puis aussi, il y a la courbe grise, qui est la courbe des coûts actuels de ce qu'on a réalisé, car il arrive assez souvent qu'il puisse y avoir une modification dans la valorisation même par exemple, des taux horaires, ou lorsque vous avez fait un prévisionnel de sous-traitance avec les derniers coûts de sous-traitance qui vous avaient été proposés par ce fournisseur, eh bien, c'est ce que vous avez intégré dans votre projet initial. Il arrive que le sous-traiteur augmente les prix, rarement les baisse, augmente les prix, et donc vous créez un écart. Et donc, cette analyse qu'on appelle l'analyse de la valeur acquise, c'est une analyse qui, en permanence, va nous permettre de nous projeter dans la performance du projet en termes de valeur acquise, c'est-à-dire de travail réalisé, et en termes de performance, en termes de taux horaire, en termes de valorisation, et ça, c'est la courbe des coûts réels. Grâce à l'ensemble de ces éléments, eh bien, vous l'aurez compris, si notre budget est bien construit, si notre budget est bien suivi, c'est un véritable outil d'engagement. Le chef de projet peut travailler en confiance avec ses responsables de lot de travaux, ses experts métiers. C'est aussi un outil de mesure de la performance du projet à n'importe quel moment. C'est un outil de projection. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir un équilibre dans la relation entre le projet et la direction, et notamment le sponsor. Et bien évidemment, c'est un outil dynamique de pilotage du projet, car très tôt, on peut identifier quand il y a des dérapages, c'est-à-dire effectivement des coûts qui sont beaucoup plus importants ou qui ont été mal estimés au départ du projet. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, et notamment dans cette analyse de la valeur acquise, je vous propose de vous référer à notre ouvrage « Piloter votre projet ». Nous y développons une analyse plus détaillée
de la mesure de la performance financière du projet et des raisons pour lesquelles la valeur acquise peut parfois nous réserver quelques difficultés. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.